Salut à toutes et à tous, salut Pierre Armand, ravi de te retrouver, ravi de vous retrouver dimanche, nouvel épisode du Hub Culture et ouais, c'est une première tout simplement. Pour la première fois, on a un invité qui revient et qui nous fait l'amitié de revenir dans Hub Culture pour parler avec nous. C'est Wax qu'on avait déjà eu la chance et le plaisir d'avoir une première fois pour parler de son parcours, de sa vie, de sa musique, de ses projets. Et là, on l'a invité, on savait qu'il serait chaud forcément parce qu'on l'a invité pour parler d'une ville qui est chère à son cœur, pour parler de Détroit. Comment ça va Wax? Comment ça va Pierre Armand? Eh ben Et moi ça ben va moi, ça va super. super. Eh Oh, ben wow. voilà, nous ça va super. Ouais, voilà, on est trop. On est C'est raccord, pour ça on qu'on est se retrouve une deuxième fois. Vas-y, je te laisse la primaire, bien sûr. C'est à toi toi l'honneur, mon ami. Non, mais écoute, moi, ça va super bien. Je suis ravi d'être là. Comme tu sais, je suis un auditeur assidu. J'écoute quasiment quotidiennement tout ce qui se fait sur votre média. Et donc, vraiment, revenir, je pourrais revenir autant de fois qu'il faut. À chaque fois, c'est un bonheur de pouvoir converser avec vous. Bah là, en plus, on t'a hameçonné facile. On a fait Détroit serait possible, donc on a fait petit. Et t'es arrivé à toute vitesse. Mais c'est sûr que la dernière fois, on n'en avait pas vraiment parlé. Euh, mais avant de rentrer C'est dans fou, le, hein. C'était il y a un an et le contexte a vraiment changé. Oui, Ah bah, c'est clair. oui, il a vraiment changé sur beaucoup de points de vue, mais on avait parlé d'étincelles et lors de cette première saison de Double Culture où tu étais venu, un an plus tard pratiquement, Étincelle a fait son petit bout de chemin. Il y Ouais. a eu une folie bergère, il y a eu un Olympia, le temps que tu dises, voilà l'Olympia, c'était plein, il a fallu en faire un deuxième. Il y a eu un roller coaster d'émotions, j'imagine, assez incroyable. Ouais, franchement, c'est vrai que je m'attendais pas à un tel succès. Effectivement, on a fait les deux folies bergères complètes en quelques heures. Et quand j'ai annoncé mes Olympias, je m'étais dit ouais, enfin parce que j'en ai annoncé qu'un et je pensais que ça mettrait vraiment du temps à se remplir. Ça s'est rempli en 2 heures. Et puis celui d'après, je l'ai annoncé le lendemain, il s'est rempli en 3 heures. Donc effectivement, là, la pression est sur mes épaules complètement. Et mais je suis ravi. C'est génial. C'est assez inattendu. Ouais. Mais je pense que c'est grâce aux cultures qu'on avait fait, ça m'a ramené plein de gens. Ça a occasion de nous, on voulait annoncer deux stades de France, mais on attend un petit peu pour faire un Haute Ah Culture en ouais, direct. bah attends, tout se fait à point nommé. Juste trouver les bons tarifs. Ça, c'est Théo qui gère. Non, mais en tout cas, ça fait trop plaisir. C'est vrai, que ça soit quand on s'échange des messages ou simplement en suivant via tes réseaux, là, de voir tout ce qui a enchaîné depuis. Et là, on enregistre jeudi, t'étais sur scène hier, c'est à l'Olympia, hein, je me trompe pas, hein. Ouais, j'étais avec Solane hier soir, ouais. C'était son Ouais, donc, premier Olympia et elle m'a invité, j'étais un peu l'invité d'honneur et c'était vraiment un plaisir fou de partager ça avec elle parce que c'est comme ma petite sœur, on est tous les deux d'origine arménienne et donc voilà, depuis ses débuts, j'essaie de lui donner des conseils, machin, etc. On bosse beaucoup ensemble et c'était tellement beau de la voir sur ce, ben, elle est formidable de toute façon dans cet artiste. ben, ça fait trop plaisir en tout cas de voir, que ça soit pour elle ou pour toi, le succès des gens qui le méritent largement. Donc ça, c'est trop cool. Et tu parlais de contextes différents. Il y a un an de ça, je me rappelle, tu nous avais envoyé un petit vocal pour le CQFR du samedi en nous Oui. demandant si on pensait que Détroit, il y avait un peu de soleil au bout du tunnel. Je t'avoue que moi, l'an dernier, en fait, en début de saison dernière, j'y croyais beaucoup à cette équipe des Pistons et je continue de pas vraiment comprendre comment elle avait pu passer à ce point à côté de sa saison. Et là, c'est la belle histoire de toute l'année, hein. Je pense que c'est vraiment la résurgence des Pistons, la super saison qu'ils sont en train de réaliser. Là, c'est même sur les derniers jours, c'est même pas se battre pour les playoffs, c'est même potentiellement, ils se battaient pour avoir une chance d'avoir l'avantage du terrain au premier tour, ce qui était quand même inespéré vu la saison catastrophique de l'an dernier. Toi, est-ce que tu l'avais vu venir cette saison, cette année? Alors, déjà, pour revenir sur l'année dernière, moi, je me faisais un peu muet parce que vraiment, je m'en prenais plein la gueule dès que je disais qu'il y avait un peu d'espoir. Parce qu'en fait, moi, je regardais les matchs. Je sais pas si tout le monde regardait les matchs, mais c'est des matchs serrés. Franchement, il y a eu plein de matchs où, en fait, tout se joue au mental, tu vois. Vraiment, les 2 dernières minutes, c'était assez catastrophique. Les décisions, on dirait qu'ils avaient presque peur de perdre. D'un coup, ils avaient de l'huile sur les mains et les balles partaient dans tous les sens. Franchement,
elle méritait pas cette équipe. Je le dis encore, elle méritait pas cette série de défaites et de rentrer dans l'histoire comme ça. Pour le coup, je me rappelle très bien de cette équipe des Sixers qui a donné Trust the Process où à l'époque ils étaient vraiment mauvais et ils étaient vraiment mauvais. Ils étaient pas si mauvais que ça, les Pistons l'année dernière. Ils étaient évidemment pas bons, c'était pas une super équipe à avoir joué, mais ils mouillaient vraiment le maillot et ils méritaient pas les résultats qu'ils ont eus. Mais alors, pour le coup, cette remontada cette année, pour le coup, je m'y attendais pas du tout. Je vais pas vous mentir. J'espérais qu'il y ait un mieux. Moi, j'aurais aimé, j'espérais un play-in à la 10e position, tu vois. Voilà, c'était ça mon espoir. Et là, c'est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. C'est presque trop, tu vois. J'espère qu'on va pas faire une Magic de l'année dernière où d'un coup tu commences à rêver, à te dire et pourquoi pas l'année prochaine une finale de conf et tout. Et puis après, bon bah tu rentres dans le rang. Bon après il y a des blessures, il y a tout ça, tu vois. Mais là cette année effectivement, il y a du soleil. Et le soleil est re-rentré dans ma vie. Alors, il y a plein de gens qui disent que la saison, elle est déjà réussie pour Détroit, et moi, je fais partie de ces gens-là, je pense qu'on est tous d'accord, mais il y a quand même une campagne de playoff qui arrive, à laquelle tu t'attendais pas. Donc, toi, là, à partir d'avril, chaque jour est un bonus incroyable. Est-ce que tu as une attente, ou est-ce que, même si ça finit sur un premier tour, tu serais déçu, ou non, tu te dis, non, attends, on a un avenir radieux, on va parler de l'avenir un petit peu tout à l'heure. Est-ce que oui, t'as quelque chose que t'attends, même si je pense que la conférence Est n'est pas forcément plus lisible que l'Ouest, en tout cas sur ces premiers tours. Mais est-ce que déjà tu aurais un désir de premier tour, de jouer contre une équipe particulière, et de deux, qu'est-ce que tu en attends? Alors, réponse multiple. Alors, moi, il y a un truc que j'attends qui est la base de base de base de base. Peu importe qui on va rencontrer, je veux une victoire en play-off. Une victoire, parce qu'il n'y a pas de victoire depuis 2008 en play-off. D'accord. Depuis l'époque Iverson. C'est dire. Et donc, pour moi, il me faut une victoire. Peu importe, même si c'est mené 3-0 et qu'à la fin, il y a 3-1 et puis que ça finit en 4-1. Peu importe, il faut une victoire. Il faut qu'on arrête parce que pour moi, elle est plus tragique série. Cette série que la série de défaites l'année dernière. Pour moi, c'est vraiment c'est un crève-cœur de pas avoir gagné un match de play-off. Les 2 années où ils y vont avec Drummond, c'est 2 sweeps, 2 fois 4-0 et c'est terrible. Terrible, vraiment. Je regardais les matchs, mais j'étais dépité. Et en plus, c'est même pas des trucs où je me disais, et l'année prochaine, on va être encore meilleur. C'était une équipe moyenne où il n'y avait pas de grande ambition. Et voilà, c'était pas des super années en plus. Bon, au moins, on retrouvait les playoffs. Une victoire, voilà. Et quant à l'adversaire, moi, mon rêve, évidemment, c'est Indiana. De toute façon, il n'y a pas d'avantage du terrain possible. Bon, je vois qu'il y a une double confrontation Milwaukee. Je pense que Milwaukee, ils sont sur une dynamique hyper forte. Je pense que on va rester à la 6e place. Donc, logiquement, ça sera New York, ce qui est super. C'est super déjà. Et s'il peut y avoir, allez, 2 victoires sur la série contre New York, si ça peut être un 4-2, je suis ravi. Voilà, tu vois, je demande pas plus que ça. C'est beau parce que moi aussi je m'étais dit, si c'est Indiana, c'est magnifique parce que c'est vraiment la dernière rivalité peut-être dans laquelle a vraiment été impliqué Détroit, c'était celle-là. Mais si c'est New York, c'est beau aussi vu la manière. Parce qu'en fait, ce que je trouve cool dans ces nouveaux Pistons, c'est qu'il y a quand même, on retrouve un peu l'essence de ce qu'a fait les Bad Boys dans les années fin des années 80, début des années 90, et même de cette équipe qui a dominé la conférence Est sur le début des années 2000. Quoi, c'est une équipe qui joue dur, qui se tape. À l'image, on pourra en reparler de Beef Stew, Isaiah Stewart, qui est quand et même, Ron Holland qui se laisse pas faire non plus. Complètement. Donc ouais, j'imagine que en plus d'avoir une équipe qui est plaisante, qui gagne des matchs, tu dois retrouver aussi peut-être ce qui, toi, t'a fait vibrer dans cette franchise, non? Ouais, franchement, je vais être honnête, je l'adore cette équipe. Vraiment, je l'adore. J'aime le roster, j'aime le coach. Je regarde, ça m'a. Franchement, ça faisait longtemps que je regardais plus les conférences d'après-match et Bickerstaff, je le trouve brillant, vraiment brillant.
effectivement, notre rookie, je l'adore. J'adore aussi nos vétérans, tu vois, que ce soit Beasley, j'adore Schroeder. Ouais. Pour moi, on est européen en plus, on sait à quel point ça peut être un joueur qui est game changer. Et Tobias Harris, moi je l'aimais quand il était à Détroit. J'ai jamais trop compris la hate qu'il y avait face à Tobias Harris un peu partout. Je suis les réseaux, je vois, je suis pas aveugle, je vois que les gens n'aiment pas trop Tobias Harris. Moi, c'est un joueur que j'ai toujours trouvé complet, super. Je comprends les petites piques qu'il a mis sur les réseaux en disant, putain, arrêtez de tout le temps dire que je suis naze et que je suis surpayé. Et tu sais, bon, il avait des maladresses. Des fois, il pointait du doigt d'autres joueurs en disant, regardez, lui, il est pas mieux que moi, etc. Je trouve qu'il est super. Son rôle, il est très bien. Et évidemment, dans tout ça, il y a Kate Cunningham. Et faut pas oublier que c'est une saison qu'on fait sans Jaden Ivey, qui était quand même censé représenter aussi l'avenir. Jalen Duren, évidemment. Pour moi, Jalen Duren, c'est Detroit versus Everybody, c'est le fameux t-shirt, tu vois. Il est dans cet ADN-là, et il y a le faux follet, Isaiah Stewart. Mais ça, c'est presque plus pour la vanne, parce que honnêtement, à choisir, si je pouvais faire un joli trade, enfin pas un trade d'ailleurs, si je pouvais faire en sorte que Isaiah Stewart soit toujours là, mais un peu dans un rôle à la Udonis Haslem, complètement fin de juste pour les remonter, mais qu'à la place on pouvait avoir Gershon, je serais ravi. Ouais. Ça serait beau, c'est clair que ça serait beau. C'est une bonne idée. Mais pour revenir à Tobias Harris, c'est vrai que c'est le joueur plug and play par excellence qui pâtit de ce fameux contrat, un peu comme Rudy Gobert se fait assassiner toujours parce qu'on lui sort son contrat. Mais finalement, on se rend compte que on a plus vu, en tout cas, si tu suis pas les Pistons et que tu t'en tiens aux réseaux sociaux, à des résumés, on a plus vu Détroit sous le prisme d'Isaiah Stewart, c'est-à-dire avec des histoires de bagarres, de machin, parce que ça arrange tout le monde. Et finalement, l'équipe, elle est bien tapie dans l'ombre, là, tranquille dans son coin. Et est-ce que c'est pas ça finalement, un peu comme les Cavs, finalement, qui ont commencé à monter dès l'année dernière, qu'on voyait monter progressivement jusqu'à cette année, qu'on voyait pas venir non plus forcément. Est-ce que finalement c'est pas ça le secret de la réussite pour Détroit qui aime bien taper les gros, mais tout en restant pas petit marché, mais finalement marché intermédiaire. Si, pour moi c'est petit marché. Toi, c'est petit marché? Ouais, c'est petit marché parce que la ville, moi j'ai un affect pour cette ville, mais vu de loin, cette ville, elle pue la merde. Enfin, tu vois, personne ne veut. Tu sais, il y avait cette fameuse phrase de Joachim Noah sur Cleveland qui disait qui veut passer ses vacances là-bas, qui veut passer ses vacances à Détroit. Moi, j'en ai passé des vacances à Détroit, et en dehors du fait que pour moi c'était exotique parce que c'est l'Amérique, etc. Effectivement, là-bas, c'est pas non plus la fête, quoi. C'est quand même une ville qui est en dépôt de bilan constamment. Tu vois, ça sent pas la joie de vivre. Il fait très très moche la plupart du temps à l'année. Voilà, c'est pas une destination de rêve, on va dire. Même si moi je trouve ça assez charmant, pour être tout à fait honnête. Mais voilà, c'est des villes dans lesquelles il faut être un peu col bleu et sortir le bleu de travail. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui a fait aussi le succès de petits marchés comme Milwaukee, etc. Moi, je trouve que c'est plutôt chouette qu'il y ait cette identité-là, qui peuvent pas être trahis. Et effectivement, ils sont dans l'ombre. Mais tu sais, tu parlais des Cavs qui sont dans la même conférence et qui dans la même division même, et qui est aussi un petit marché qui a été mis en avant par LeBron, mais sinon c'est une équipe qui a jamais trop fait parler d'elle. Mais tu vois, toutes les équipes, pour moi, tu vois, on a parlé d'eux cette année parce qu'ils font une super saison, mais pareil, Houston, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de grosse pression sur leurs épaules. On s'attend pas à une finale de conf, on s'attend pas à tout ça, et je pense que ça aide vachement. Je pense qu'on met trop de côté l'impact des médias d'aujourd'hui sur les équipes. Franchement, honnêtement, Sacramento, personne s'attendait à quoi que ce soit et finalement, ils ont été resplendissants. Et à partir du moment où toutes les caméras se sont braquées sur eux, on dit alors qu'est-ce que ça va donner? Alors qu'est-ce que c'est dur, tu vois. Alors il y a les blessures, il y a des choses, mais il y a des trucs qui s'expliquent pas. Et pour moi, la pression médiatique, elle est terrible. On peut le voir avec le PSG cette année. Ils ont plus Mbappé. Il y a un peu moins de caméras du monde entier sur eux.
on est plus France centré sur eux. Et du coup, je les sens plus libérés, quoi. Voilà. Après, je vais pas parler de foot. Mon domaine de connaissance est beaucoup moins élevé, mais je pense que la pression, elle joue vachement. Et je le dis parce que dans la musique, je trouve que c'est pareil. La pression musicale que tu peux avoir sur un artiste qui est très 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 attendu, il suffit que derrière il y ait une première vague de gens sur les réseaux qui disent ah il est finito, tous ces fameux mots là un peu valises pour dire que c'est moins bien qu'avant ou parce que les gens aussi se rendent pas forcément compte que il faut souvent une deuxième écoute pour commencer à aimer quelque chose. Et tu vois un artiste comme The Weeknd par exemple, il a sorti un bon album, son dernier, mais voilà, il a été critiqué pas mal en disant ouais il fait tout le temps la même chose, il fait c'est tellement dur. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à la place de The Weeknd 2 secondes et se dire je suis un mec, je peux pas sortir de chez moi, j'ai pas du tout la même vie que les autres gens, je passe ma vie en studio à me remettre en question constamment, et à la fin ça trahit aussi ta création. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un peu candide et de faire ce qui te plaît avec juste la passion, ce qu'on aime chez un artiste ou chez un sportif, eh ben tu réfléchis à plein d'autres choses. Et je trouve que c'est compliqué. Et pour revenir à Détroit, ils n'ont pas cette problématique. Non, il y a plein de trucs super intéressants. Je parle tellement et je parle trop, je suis désolé. Non, pas du tout. Au contraire, il y a vraiment plein de trucs intéressants que tu as abordés. Ce que tu dis des artistes et des albums, je trouve que c'est très très vrai. Et j'ai l'impression que c'est, tu sais, parfois il y a cette phrase où certains artistes finalement ont le sentiment de grandir plus vite que leurs fans et qu'il y a une espèce de laps de temps pour que la fanbase finalement se remette au niveau de maturité de l'artiste au moment où il a passé un autre cap. Et je pense que c'est assez vrai parce qu'en fait quand t'es gamin, moi je me rappelle quand j'étais ado ou jeune adulte, chaque nouvel album des artistes que j'adorais, je voulais que ça soit un banger et que ça corresponde aux choses que j'aimais bien déjà dans ce qu'ils faisaient avant. Et c'est finalement quand tu grandis, quand tu vieillis, ou c'est le terme plutôt même peut-être, que tu dis, eh ben non, mais cet album-là, c'était cool parce que c'était l'album où tel ou tel artiste est parti dans cette direction-là. Et finalement, il y a des albums comme ça que j'ai plus apprécié avec le recul parce que ça trouve sa place dans une discographie et c'est pas simplement cet album-là était peut-être pas voué à être mon album préféré du moment, mais simplement il trouve sa place dans une œuvre complète qui est établie au fur et à mesure de la carrière d'un artiste, quoi. Et puis quand on est un peu trop jeune, et je dis pas ça sans faire le vieux con et tout, parce que je me mets dans cette catégorie aussi de jeune auditeur que j'ai été, je valorisais pas la prise de risque. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais, c'était du fan service. Et un nouvel album des Red Hot qui sort, moi, ce que je veux, c'est entendre du Red Hot. Et eux, ils en ont marre, ils font tout le temps ce truc-là, ils veulent proposer quelque chose de nouveau, en plus avec plein de bienveillance, plein d'amour. Ils disent, allez, tiens, on va aller vers d'autres horizons, tu vois. Radiohead ont beaucoup fait ça aussi. Bah ouais, Radiohead a fait ça, ouais. Alors, et tu vois, c'est le fameux triangle créatif. Et moi, je trouve que c'est une théorie très intéressante qui dit qu'en gros, le premier album, c'est un point A, tu vois. Le deuxième album, c'est un point B. Il faut l'étendre le plus possible. Et si tu étends encore plus le point C, ça te donne un triangle très très large. Le plus petit triangle qui existe, c'est AC/DC. C'est-à-dire que c'est tout le temps la même chose, tu vois. Et moi, j'adore AC/DC. Je parle en tant que grand fan d'AC/DC. Mais c'est toujours, il y a à peu près 6 accords dans AC/DC qui mettent un peu dans tous les sens, dans tout le désordre, etc. Les rythmiques, il y a 10 BPM d'écart entre toutes les chansons de tout leur répertoire depuis 40 ans, tu vois. En gros, c'est souvent la même chose. Les thématiques de ce qui est chanté, c'est souvent la même chose aussi. Donc, si demain, ils font un morceau de reggae, mais la terre entière va faire, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est des ouf, tu vois? Parce que leur triangle créatif est tout petit. Radiohead, d'un album à l'autre, c'est genre, tu passes d'un album électro à un album d'indie rock, à un album de folk complètement dingue. Et donc, si demain, Radiohead fait un album de reggae, on sera pas étonné. Parce qu'on dira, bah oui, en fait, c'est Radiohead, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils ont toujours fait ce qu'ils veulent. Je dis reggae, mais ça peut être autre chose, évidemment, me prenez pas à la lettre. Mais je trouve que ce triangle créatif, il se rapetisse de plus en plus parce que vu que la prise de risque est très critiquée sur les réseaux et que moi, je pense que les réseaux, c'est très important pour cognitivement pour les artistes,
du coup, on a peur de prendre des risques et de se dire, ah, et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Et il y a des enjeux économiques, tu fais vivre tellement de gens autour de toi que c'est dur de prendre des risques. Et, euh, et donc, du coup, pour faire une pirouette et revenir au basket, euh, je trouve que des fois, il y a des prises de risques qui sont faites et je me dis, Ouah, c'est un gros pari, pourquoi ils font ça? Et j'arrive pas moi-même à comprendre et des fois, ça se valide avec le temps, tu vois. Et c'est vrai qu'au début de l'année, quand j'ai vu l'arrivée de, enfin, il y avait Tim Hardaway Jr., mais il y avait Tobias Harris, etc. J'ai pas tout de suite compris. J'ai dit, est-ce que c'est vraiment de ça dont on a besoin? Et effectivement, c'était de ça dont ils avaient besoin. Tu vois. Sauf qu'il y a, enfin, pour revenir sur sur ta pirouette qui est ultra intéressante et juste, c'est que, il y a un facteur temps qui est colossal et qu'aujourd'hui, est de plus en plus dur à appliquer. Parce que quand tu parles de Radiohead, moi je suis d'accord avec toi. On a un esprit tous les trois, je pense, assez large musicalement parlant pour s'être intéressé tout de suite à ce qui se passait. Mais quand sort Kid A et quand sort Amnesiac, il y a la moitié des fans de Radiohead qui disent elle est terminée pour moi. Elle to the Thief, il passe à côté. Et soudain en 2000, je sais plus 15-17 sort King of Limbs et là les gars disent ils ont peut-être évolué, vieilli, ils écoutent ça, ils disent c'est quand même vachement bien. Et du coup on retourne à Kid A, à Amnesiac, tu vois, à tous ces trucs-là, et ils sortent l'année dernière un coffret de 4 albums avec Amnesiac et Kid A avec des inédits. Voilà, je pense que tu l'as vu, t'as vu passer ce truc. Aujourd'hui, moi, je trouve que l'impatience du public et des gens, parce que les réseaux, parce qu'on écrase tout, parce qu'on n'écoute plus un album en entier, faut être honnête. Bon, généralement, t'écoutes 3 morceaux qui sont bien, et bah ceux-là te suffisent. Les autres, tu vas pas réécouter, revoir, essayer de comprendre, lire les textes. Enfin, tout ça, malheureusement, se termine. Et je reprends ta pirouette, donc j'en reviens au basket. Aujourd'hui, on a une équipe de Détroit qui devient entre guillemets bankable, comme c'est arrivé avec Cleveland l'année dernière. L'envie de dire le clic semble se faire, ben on va surcliquer derrière. Est-ce que cette intersaison-là, c'est pas celle qui te fait peur en te disant pourvu qu'est-ce qui pourrait ramener, en disant on va tout faire péter pour ramener un KD parce que KD il aimerait bien faire des voilà. Est-ce que c'est ta trouille ça? Parce que finalement on le voit de plus en plus. Moi, ma plus grande trouille, je t'avoue, c'est quand il a commencé à y avoir des rumeurs sur Devin Booker. Oui, voilà, c'est ça. Je vous en supplie, faites pas ça. Ne faites pas ça. On n'a pas du tout besoin de tout changer. On a besoin de prendre certaines pièces et de les sublimer, tu vois. Alors, il y a l'âge, déjà, ils vont tous prendre en âge. Kate Cunningham, il va vivre ses premiers playoffs. Tu vois, c'est déjà, tu as le décorum pour que l'année prochaine, déjà, il soit un peu plus institutionnalisé dans la ligue. Et comme je te disais, tu vois, si tu peux changer un Isaiah Stewart par un Gershon Yavuzele qui a prouvé, mais qui n'a peut-être pas d'avenir dans le projet Philadelphie, peut-être que Détroit, il peut se passer quelque chose pour lui. Tu vois, moi, je pense pas qu'il faille de grosses pièces. Je pense qu'il faut continuer. Tu vois, Simone Fontecchio, je trouvais que c'était un super apport, tu vois. Et ben, voilà, moi, je pense qu'il faut continuer à le haut de la pyramide, on l'a, et c'est très beau, c'est notre figure de proue, c'est Kate Cunningham, tu vois. Il y a Jalen Duren, etc. en bas, et je pense qu'il faut consolider encore plus les bases avec des joueurs sûrs qui ont une mentalité de tous les soirs ils donnent tout, et c'est un peu ça aussi l'ADN Détroit à la base. Et voilà, moi je ferais ça. Et justement, tu parles de Kate Cunningham, on est obligé de parler de lui parce qu'effectivement, c'est la pierre angulaire du projet de Détroit. C'est celui. Alors, ils ont tous passé des caps, mais je pense que le cap que lui a franchi, c'est vraiment celui qui fait que cette équipe performe à ce point-là cette saison. Je t'avoue que sur ces premières années, j'étais un peu partagé. Je voyais le talent, mais j'étais pas certain finalement qu'il avait vraiment, je sais pas comment on peut dire, les ressources pour devenir le joueur qu'il est clairement devenu cette année. Toi, quelle était ta relation avec Kate Cunningham depuis sa draft? Comment tu le percevais? Bah, écoute, tu sais, on va parler vrai. Je vais te parler aussi des réseaux et du fait que c'est aussi, ça fait partie des raisons pour lesquelles je fais quasiment plus rien sur Twitter, etc. C'est que j'étais quelqu'un d'assez vocal avant, tu vois, et puis même
j'avais un peu plus de temps aussi, faut le dire, tu vois, donc j'allais un peu plus chez First Team, etc. Et Cade Cunningham, j'étais ultra hypé au début, même s'il y avait assez peu d'images de lui finalement, parce que il y a eu le confinement, il y a eu plein de choses. Il a fait partie de ces joueurs à qui on a, qui n'a pas eu la chance d'avoir un cursus complet. Mais j'avais beaucoup d'espoir sur lui. Et je l'ai adoré. Franchement, au début, j'étais là genre, waouh, putain, il a une palette assez impressionnante, tu vois. Il peut être bon défenseur, il est playmaker évidemment, tu vois, mais il est pas dégueulasse au rebond, il a un bon sens du jeu. Je le voyais un peu en mini Luka, tu vois, genre il pourrait devenir une sorte de Luka Doncic. Et après, il y a le côté mental, peut-être que côté mal entouré, etc. J'ai commencé à être un peu critique envers Cade Cunningham en disant ouais, mais c'est pas pour moi tout s'explique. Il y a jamais genre ah bah je l'aime pas ou machin. C'est que je disais ouais bah je crois que mentalement il y est pas encore et puis il fait encore beaucoup d'erreurs et puis il y avait énormément de pertes de balles, il y avait beaucoup de déchets dans son jeu et je me permettais humblement de dire je pense qu'il n'est pas encore prêt pour ce que nous on attend de lui, tu vois. Mais c'est pas grave, qu'il prenne son temps. Et je me suis fait un peu tailler à droite à gauche, même par des gens qui sont fans des Pistons, et des gens qui sont un peu jeunes et qui suivent les Pistons depuis pas longtemps, qui étaient là, comment tu peux dire ça, t'y connais rien, et blabla. J'étais là, ouais. En fait, cette négativité, elle me touche. Ouais. En vrai, je vous dis la vérité, ça peut faire mal des fois parce que je suis tellement fan des Pistons que j'ai pas envie que quiconque me gâche mon amour pour les Pistons en faisant ce truc moche, tu vois. Et par exemple, cette année, les Pistons m'ont fait un cadeau énorme. Ils m'ont le mec de la com m'a appelé et m'a dit ouais, on aimerait envoyer des maillots aux méga fans des Pistons avec le drapeau de la. Donc j'ai un maillot des Pistons avec 24 parce que c'était en 2024 avec le drapeau de la France. Et ils en ont envoyé un Italien avec le drapeau italien, un Japonais, cool. Un Brésilien. C'était hyper cool, tu vois. Et j'ai fait une petite photo que je leur ai envoyée au pied de la Tour Eiffel. Et du coup, ils l'ont posté sur Twitter. J'avais regardé, il y avait des commentaires de gens qui étaient là, ouais, c'est le mec qui n'y connaît rien, qui avait dit que Kate, je sais pas quoi. Tu sais, j'étais là, genre, même ce moment-là, vous voulez me le cacher. Enfin, tu vois, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que c'est les réseaux, c'est tout ça. Mais je trouve que dans tout ça, donner son avis sur Cade, c'était presque devenu brûlant, tu vois. Alors que moi, j'ai qu'une envie, c'est de l'adorer. Enfin, tu vois, vraiment, j'aime cette équipe, j'adore ce joueur. Et oui, il a pu être décevant, tu l'as dit, et je le pense toujours. Il n'a pas été, mais ça fait partie c'est son shonen à lui. Tu peux pas être Sangoku, tout le monde n'est pas Sangoku. Voilà. Il a été peut-être Krillin au début, tu vois, c'est-à-dire avec plein d'erreurs, avec des combats un peu moyens, la mentale qui n'est pas là, et au fur et à mesure il a grandi, et maintenant je le vois en Trunk, tu vois. Et peut-être que à l'avenir ça sera un Super Saiyan 3 et qu'il sera en Doncic et que il sera multiple All-Star dans les All-NBA. J'aimerais bien qu'il soit All-NBA cette année, second team ou third team, tu vois. Mais je trouve que les milestones se font au fur et à mesure, et j'aime bien moi grandir avec ces gens-là et sans les critiquer à mort, mais dire que voilà, c'est aussi des êtres humains et personne n'est intouchable. Tu vois. C'est fou quand même parce qu'en fait, tu vois, JB Bickerstaff qui fait un travail incroyable avec Détroit cette année. J'étais vraiment je trouvais pas très bon avec Cleveland, honnêtement. Je comprenais pas pourquoi Cleveland jouait pas mieux en fait quand c'était lui le coach. J'avais le sentiment qu'il trouvait pas la bonne rotation. Et Monty Williams, qui était quand même un coach, considéré comme un excellent coach, qui a emmené une équipe en finale NBA, qui était même considéré quand il était à Portland comme un bon coach formateur. Portland, OKC, pardon, comme un bon coach formateur de jeunes. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a foutu l'an dernier? Parce qu'en fait, sur le papier, encore une fois, je voyais cet effectif de Détroit que je trouvais talentueux, et il a jamais trouvé la bonne carburation, et t'as l'impression que tu changes l'entraîneur, tout le monde, parfois t'as besoin d'un autre regard, et c'est vrai pour les joueurs, c'est vrai pour les entraîneurs, parce que tu vois, JB Bickerstaff, il passe moi je suis personne pour dire que les entraîneurs sont bons ou pas, mais si j'avais fait un classement l'an dernier, je l'aurais mis dans le bas des 30 coachs NBA de la saison dernière, et puis là, il sera certainement pas coach de l'année, mais il est clairement dans les candidats ou ceux qui méritent qu'on parle d'eux, quoi. Donc c'est assez fou en fait. Alors, pour moi, il y a un grand oublié dans les discussions concernant les Pistons en général, c'est Trajan Langdon. Enfin, moi qui travaille dans des médias, etc.,
quand à la tête de la boutique, t'as quelqu'un qui donne confiance aux gens, qui fait qui pinaille sur des détails, qui est pas bossy, tu vois. Je sais pas comment en français il y a pas trop ce mot-là, mais qui est pas genre à vouloir humilier les gens, à vouloir. Tu vois, quand t'as quelqu'un de sain d'esprit qui connaît bien le basket et qui fédère, pour moi ça change complètement le décorum. Et je pense qu'il faut vraiment rendre ses lettres de noblesse à Trajan Langdon, qui fait un travail formidable. Il n'y avait pas de GM avant, il y avait personne à sa place, quoi. Et je pense que c'était un sacré bordel entre, bah, comme d'hab, un propriétaire milliardaire qui sait pas trop quoi penser et qui pense avoir une expertise. Et tout de suite, bah, même si tu as un mec aux opérations à droite, à gauche, basket, ça arrive tout de suite sur le coach. Et puis tout le monde n'a pas les épaules pour faire ce job-là, être multitask, tu vois. Finalement, on a beaucoup critiqué à l'époque Joe Dumars, mais Joe Dumars, il avait fait un travail assez extraordinaire avec les Pistons. Il a toujours bien drafté. On peut parler de Darko évidemment et de cette erreur, même si on se rappelle pas, mais à l'époque il y avait une hype quand même sur Darko Milicic. Complètement d'accord avec toi. C'était assez grande. Et donc moi par exemple en tant que fan des Pistons, il m'a fallu des mois pour comprendre qu'il y avait une erreur. Au début j'étais là, attends c'est qui? Et je me suis renseigné, j'ai fait putain waouh, ils font un vrai pari, mais ça se trouve ils ont drafté Dirk Nowitzki. Enfin, tu vois? Exactement. Voilà, je sais pas. Et donc c'est trop facile de parler des années après. Mais Joe Dumars, pour moi, il fait un super boulot. Et puis au bout d'un moment, bah effectivement, comme on disait, tu vois, je refais une pirouette inverse dans la musique. Et bah des fois, tu fais des paris qui sont pas les bons. Josh Smith, il y a toute une période avec Charlie Villanueva, Ben Gordon, qui était un bon joueur, Ben Gordon. Et la mayonnaise prend pas. Le coach, du coup, il y a eu une avalanche de coachs différents. On a vécu des années vraiment pas terrible et puis jusqu'à ce qu'il parte et je trouve que Trajan Langdon c'est lui qui remet sur les rails les Pistons. Parmi toutes les stars qui sont passées à Détroit, alors celle que tu souhaites surtout pas voir venir l'an prochain, mais ces noms ronflants qui sont soit en fin de carrière, soit voilà en bout de course, etc. Il y a eu quelques grands noms quand même qui sont venus sur ces dernières années. Quelle est celle vraiment où tu avais envie de rentrer dans ta télé pour le sortir du terrain, quoi? Tu t'es dit non. Un, c'est nul, et deux, c'est tellement pas Détroit que ça me rend dingue. Je t'avoue que j'ai pas trop, j'ai pas cette mentalité-là. Je suis pas trop comme ça. J'avoue. Moi, en général, je suis plus déçu par les comment dire les schémas tactiques. C'est-à-dire que je suis là, mais qui a pensé que c'était une bonne idée de shooter à 3 points alors qu'il y a 2 mecs sur lui et qu'il reste 15 secondes au chrono? Qui laisse faire ça? Pourquoi on l'engueule pas? Pourquoi on le sort pas? Pourquoi? Tu vois, pour moi, c'est plus ça en fait qui m'a dépité ces dernières années, tu vois. C'était genre je comprenais pas du tout ce qui se passait. Dwayne Casey, pour le coup, je trouvais que vraiment ça allait pas du tout son coaching. J'ai pas eu le temps de juger Monty Williams parce que vraiment, pour moi, c'était tellement une avalanche. Tu sais, c'est comme le fils de Stephen Silas, c'est ça? C'est de Oui. Paul Silas. Oui. Qui était sur aux Rockets l'année où il faisait que de perdre et qui a pleuré Pour moi, c'est le cauchemar absolu. C'est vraiment le cauchemar absolu de voir qu'on met tout sur ce pauvre gars, tu vois. Et donc Monty Williams, je l'ai vu un peu comme ça. Il a même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Tout était à côté de la plaque et il y avait personne au-dessus. Moi, j'en voulais beaucoup plus à Dwayne Casey, tu vois, par exemple. C'est pour ça, c'est pas un joueur à qui j'en voulais, c'était plus à lui. J'étais là, mais il se lève même pas. Tu sais, il était tout le temps comme ça. Il disait rien. Enfin, vraiment, j'étais très étonné. Alors, il doit avoir des raisons. Effectivement, à chaque fois, j'essaie de trouver des raisons à tout, tu vois. Mais vraiment, passer de coach de l'année à ce qu'il a fait aux Pistons, waouh, c'était trop dur pour moi. Ouais, c'est dur. Mais pour la première fois depuis des années, ça va de nouveau être assez cool de dire d'aller jouer à Détroit, quoi. Un joueur va pouvoir se dire enfin, c'est pas une punition ou c'est pas bon. Maintenant, tu vois, quand il y a eu la rumeur d'Evin Booker, par exemple, j'ai pas vu de gens dire oh la vache, le pauvre, il va quitter un très bon projet pour un mauvais. C'est la première fois que je voyais un truc où, alors même si je veux pas ce trade et je veux pas du tout qu'il vienne, j'étais là genre ah ouais, pour une fois ça charrie pas, c'est genre ah ouais putain, limite les gens étaient hypés, genre ça serait cool quoi.
Je vais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure qui a pas de rapport directement avec le basket, mais tu parlais des réseaux sociaux et le Ouais. fait que tu prenais mal la négativité qui est, il y en a énormément quand même. Enfin, on peut avoir chacun nos avis sur les réseaux, leur utilisation, mais c'est quand même souvent ce qui prédomine. Et je suis surpris de voir parce qu'en fait, il y a une chose même dont je parlais avec Pierre Armand en off il y a quelques semaines, je crois. Moi, j'apprécie beaucoup la manière dont tu te sers de tes réseaux pour défendre des causes qui te sont chères. Et même, je vais te dire, en toute honnêteté, parfois je suis surpris parce que je vois bien que derrière, tu dois recevoir des messages négatifs. Et du coup, en fait, limite, je trouve ça encore plus courageux si, en plus, cette négativité, elle te touche comme tu l'exprimais à l'instant. Parce qu'en fait, quand tu défends une cause ou une autre, déjà, rien ne t'oblige à le faire. Je veux dire, les gens, ils te connaissent avant tout pour la musique, pour le basket, pour des choses, mais pas forcément en tant que militant. Ou voilà, je pense pas, je suis pas sûr que ce soit comme ça que tu te considères non plus. Et du coup, je trouve que c'est encore plus courageux si, malgré tout, ces barrages de messages négatifs que tu dois recevoir, ils te touchent, quoi. Alors, c'est très intéressant, tu vois, ce truc-là, parce que, en gros, je suis effectivement assez suivi, tu vois. Donc, mais il y a un truc, c'est que il y a ce que moi j'aimerais pour notre pays et ce que j'aimerais pour le monde dans lequel on vit, tu vois. Et donc, j'ai aucun mal c'est mes opinions vraiment, tu vois. Je trouve qu'on vit dans un pays qui se fascise à mort. Je trouve que maintenant c'est presque ok d'être raciste, mais ça devrait pas du tout être ok d'être raciste. C'est presque ok de. Enfin, il y a tellement de trucs où c'est ok, tu vois. Et je deviens zinzin en fait. Je me dis mais attends, mais moi j'ai pas du tout grandi là-dedans. Donc là, je suis hyper offensif pour le coup. Pour moi, on vit dans un pays méga islamophobe, un pays qui commence à opérer le climato-sceptisme. Alors, on n'est plus du tout dans culture là, mais bon, de toute façon, pour des Si, si, envois à on y est. moi, voilà, mais voilà, tu vois, c'est ça y est, on commence à effacer les trucs Black Lives Matter, etc. C'est devenu ringard, c'est devenu machin. Maintenant, c'est presque cool d'être subversif en étant en fait juste un facho. Et moi, je suis pas ok du tout avec ça. Et alors là, pour le coup, on peut s'en prendre à moi. Là, ça me fait aucun effet, rien du tout. Mais le basket, c'est mon petit îlot de plaisir. Tu vois vraiment. C'est-à-dire que moi, je suis militant dans ma musique, je suis militant dans la musique que je fais avec les autres, dans l'inclusivité, dans plein de choses. Et puis, je dis ce que je pense tout le temps sur la politique et sur la société dans laquelle on vit. Mais par contre, le basket, s'il vous plaît, venez, on s'insulte pas. Enfin, tu vois, c'est vraiment l'endroit, c'est ma safe place. C'est-à-dire que quand j'ouvre les médias que moi je suis, que ce soit Le Monde, Mediapart, enfin peu importe, le monde diplomatique, etc. Je vois le monde dans lequel on vit et toutes les news. Et ben à côté de ça, je vais sur Basket Session et je suis là genre ah oui d'accord ok il y a eu un super match de Luka Doncic hier ah bah génial tu vois mais il y a pas c'est pas clivant on est juste dans le plaisir dans le bonheur et la passion tu vois mais par contre que on vienne me vilipender parce que j'ai dit il y a 2 ans que Kate Cunningham n'était pas à la hauteur de mes événements là ça me fait chier tu vois qu'on me reprenne en me disant ouais espèce de je sais pas tu vois de gaucho D'antiraciste, comme si c'était si c'était une ah, insulte. ouais, je m'en fous complètement, tu peux m'insulter, ça me fait plaisir, vas-y, donne, y a pas de problème. Mais par contre, vraiment sur le basket, oh la vache. En plus, tu sais, c'est même pas comme si je m'exprimais tous les jours, je m'exprime assez peu. Mais en général, j'essaye d'être juste, tu vois, et juste de dire ce que moi je pense, tu vois. Mais j'ai pas envie de polisser ce que je pense sur, voilà. Par exemple, j'ai trouvé que ce qui s'est passé avec Luka Doncic, c'était une honte, tu vois, de le transférer. Mais je suis pas non plus corda avec le fait de hurler Fire Nico, de le menacer de mort, de machin. Hey, gros, ça va, tu vois, c'est du basket. Soyez fan des Pistons depuis 1996, mais les mecs, vous auriez fait péter des bombes à ce moment-là. Des dingueries bien plus ouf, tu vois. Là, vous avez fait une finale, enfin, je veux dire, ça va, tu vois. Moi, je me rappelle quand ils ont viré Chauncey pour aller chercher Iverson, mais
vraiment là pour le coup, on a gagné un titre, on fait finale de conf, enfin tout se passe bien. C'est quoi ce délire? On perd Rip Hamilton, mais sur une connerie. En plus, il va à Chicago, ça va pas ou quoi? Ben Wallace, pareil. Enfin, pour moi, c'était fou ce qui se passait, tu vois. Mais ça reste du basket, ça reste une passion, et on va pas commencer à se battre pour ça, quoi. Non, mais Oui, on sent que sur tes réseaux, quand tu pousses tes coups de gueule qui n'en sont même pas, hein, puisque tu ne fais que juste preuve de bon sens et de pédagogie en donnant tes convictions, on sent que c'est souvent dans des périodes où il y a un trop-plein et il faut que ça sorte. Mais finalement, c'est un petit peu ce qu'on avait fait, nous, il y a une quinzaine de jours avec Théo. On avait un peu râlé en disant, mais quand on n'est pas d'accord avec la politique d'un Trump, d'un Musk, etc., pour nous, c'est pas une prise de position, c'est une prise de valeur, c'est une prise de bon sens. Et finalement, on dit aux gens, mais si vous aimez Wax, le musicien, si vous pensez ces trucs-là qu'un tel est bien, mais vous avez rien à faire chez moi. Parce qu'en permanence, ça doit être horrible pour vous. Vous perdez du temps à me lire alors que ça va vous contrarier. Mais dégagez direct. c'est clair. Et finalement, sérieux, si vous voulez vraiment faire chez Wax, vous allez à l'Olympia et vous prenez une pancarte avec marqué "Tu n'as pas cru en Kate Cunningham", tu vois. Ouais, voilà, exactement. Le reste, je m'en fous complètement. Et en plus, ça me fera rire, limite. Le mec, il sera sur scène en train de faire son kiff et il y a un autre qui vient lui péter le dos comme ça avec juste une phrase. Donc, je le ferai monter sur scène, je lui dirai, vas-y, on va débattre. Ou avec le portable, tu sais, où tu as juste la phrase qui dit les grosses lettres. Je le ferai monter sur scène, je dirais, alors vas-y. 2022, c'est Cunningham, en quoi c'était extraordinaire. On arrête le concert, on s'assoit, on demande de chaise. Non, mais c'est bien. Et du coup, tu parlais tout à l'heure, tu disais que tu avais été fréquemment, on en avait parlé dans la première émission qu'on avait fait avec toi, de ton rapport familial avec la ville de Détroit, que tu avais de la famille là-bas. Tu y allais régulièrement, enfin, que tu y allais assez régulièrement quand tu étais gamin, c'est ça? Quand j'étais ado, j'y suis allé pour la première fois dans les années 90, j'y suis allé en 97 pour la première fois. Ok. Et je dirais que j'y suis à retourner, peut-être 5-6 fois en tout. Tu vois, après, c'est loin et tout, tu vois, mais bon, j'ai ma famille. Après, ma famille venait en France aussi, donc du coup, voilà. Mais c'est pas, je peux pas te dire que c'est une ville que je connais comme ma poche du tout, tu vois. Je suis beaucoup plus allé à Los Angeles où j'ai de la famille aussi, mais parce que le travail aussi m'amenait plus vers là-bas. Mais c'est une ville, en fait, qui est assez petite, hein. Finalement, on s'imagine des villes énormes vues de France, mais Détroit, c'est tout petit. Alors après, t'as plein de villes autour, t'as Dearborn, t'as Flint, t'as plein de villes qui sont sectorisées autour de Détroit. Finalement, Détroit, c'est assez petit. Mais c'est marrant parce que j'avais eu l'opportunité, je crois on avait parlé peut-être ensemble, d'y aller pour un média pour lequel je travaillais qui s'appelait Rap Mag, un magazine de rap. On était parti faire un reportage sur Détroit. Et quand on arrivait à la douane, le gars donc nous demande ce qu'on vient faire. Et puis donc on nous dit voilà, on vient pour parler de la scène musicale, culturelle de Détroit, on va certainement voir un peu pour le basket. Et dit mais là je vois que vous restez 10 jours, mais vous allez où après Détroit? Et on lui dit non, nulle part, nous on vient à Détroit. Et le douanier, il n'arrivait pas à concevoir qu'on allait passer, je sais plus, c'était 8 ou 10 jours juste à Détroit, quoi. Il disait, mais c'est pas possible, il n'y a rien chez nous, quoi. Et effectivement, la ville est un peu petite et nous, on a été du coup super bien accueillis partout. Tous les artistes qu'on a été voir, ils étaient flattés que des petits Français viennent jusqu'à Détroit pour leur parler de leur musique, de la culture de leur ville. Et nous, on a été accueillis à bras ouverts. C'est un super souvenir que j'ai avec mon pote Vincent Berthe, à qui je passe le bonjour. On a été hyper bien reçus. Mais c'est vrai que la ville en elle-même, c'est tout petit, quoi. C'est tout petit, ouais, c'est clair. Et honnêtement, moi, j'y ai déjà passé 2 semaines, tu vois. Heureusement que mes cousins ils connaissent tous les trucs et tous les machins et à droite à gauche pour essayer de faire, mais franchement t'as vraiment vite fait le tour, quoi. Et effectivement je pense que tu vois moi ma famille là-bas par exemple ils hallucinent sur le fait que je sois fan des Pistons. C'est-à-dire qu'eux ils adorent eux c'est plutôt des gros fans de Michigan, tu vois. Eux ils sont plutôt dans l'universitaire, mais comme beaucoup d'Américains d'ailleurs. Et ils adorent les Pistons, c'est leur ville après tout, tu vois. Mais parce qu'ils ont les Lions qui ont toujours historiquement été mauvais. Dernièrement, ça a un peu changé. Mais globalement, tu vois, ils
ils sont plus, ils suivent les joueurs, quoi. Tu vois, genre ils disent ah ouais, moi j'aime bien LeBron, j'aime bien machin. Enfin, tu vois, et parce que aussi parce que les résultats, tu vois. Mais mais ouais, les Pistons, en tout cas à l'époque où c'était à Auburn Hills, c'était vraiment hyper important pour les gens qui vivaient là-bas. Et depuis que ça a bougé à Little Caesar Arena, c'est très très au centre de la ville, du centre-ville, et pour être honnête, il y a pas beaucoup d'activités là-bas, donc c'est un peu moins un truc de quartier, et c'est un peu plus dur de se garer, de machin, donc c'est un peu plus, je sais pas comment c'est. Moi, je t'avoue, j'y suis allé, mais pour un concert, mais j'y suis pas allé pour voir les Pistons là-bas, quoi. Mais c'est marrant, comme dans l'inconscient collectif, t'es vraiment relié à cette ville et aux Pistons en fan numéro un. Moi, je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais envoyé il y a 3 ans un poster d'Asiah Thomas. Tu te rappelles? Et J'avais oui, retrouvé. bien sûr. Que j'avais retrouvé et c'était genre ce truc, je le retrouve, un vieux poster qui doit avoir 30 ans, mais ça m'est même pas venu à l'idée de me dire tiens, je vais le coffrer. Je me suis dit mais tiens, moi je vais l'envoyer, je vais lui proposer à Wax direct parce que la photo était belle. Et c'est curieux comme t'es devenu, voilà, tu vois, les Pistons s'y trompent pas eux-mêmes puisque la com te propose d'être le fan français, le représentant de l'Eurovision des Pistons, tu vois. Donc c'est assez marrant de la manière dont. Mais j'en suis honoré parce que vraiment, je vous le prépare pour ma relique tout à l'heure, mais vraiment je pense aux Pistons. Enfin, c'est mon équipe, quoi. Je peux pas dire autrement. Enfin, tu sais, à partir du moment où quand t'as 14 ans ou 13 ans, enfin bon, moi déjà quand j'étais petit, j'étais habillé en Pistons, mais je savais pas que c'était une équipe de basket. Je pensais que c'était une marque de fringues, les Detroit Pistons, parce que j'avais que des intégrales Detroit Pistons. Mais quand tu es aussi fan d'une équipe, et tu vois, je suis tous vos débats avec Shai et Antoine sur justement tout ça, où c'est vrai que quand tu vieillis, tu commences à apprécier d'autres joueurs, à machin, et puis t'es plus trop sur une équipe. Moi, en fait, je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc du coup, c'est vrai que plein d'équipes m'intéressent. Je suis enfin, de toute façon, mon équipe de l'Ouest, ça a toujours été les Lakers, mais je suis fan de Milwaukee. J'adore Denver. J'espère que malgré le renvoi de Mike Malone, ils vont quand même faire un petit truc, un petit coup d'éclat en playoff. Je suis plein d'équipes, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Avant, c'était Pistons et Pistons only. Mais voilà, c'est mon doudou. Je sais pas comment dire. C'est safe place. Ouais, voilà, tu vois, j'ai mon petit pendentif Pistons avec moi tout le temps. Enfin voilà, c'est. C'est comme l'OM pour les Marseillais, finalement. C'est un vrai truc de supporter, mais qu'on n'a pas forcément, nous, qu'on connaît pas forcément avec la NBA, puisque pendant un moment, comme on n'avait pas accès au League Pass, on regardait ce qu'on nous proposait, donc c'était difficile d'être vraiment supporter, de suivre au jour le jour des joueurs, les évolutions. Donc maintenant, c'est sûr qu'avec le League Pass, c'est plus facile. Tu peux même avoir. Ouais, puis c'est lié à l'enfance. C'est vachement lié à l'enfance aussi, quoi. C'est que quand tu grandis dans un truc comme ça, que moi, quand j'avais 6 ans, les Pistons faisaient le back-to-back et que on m'avait envoyé la cassette, tu vois, de là-bas avec le résumé du truc en palsécam que je mettais dans le truc et je la regardais et je disais oh là là, et ils se battaient en plus et tout, donc t'avais l'impression que c'était dans des films. Puis il y avait cette scène dans Hot Shots où tu vois Charles Barkley se battre avec Bill Laimbeer. Pour moi, enfin, tu sais, c'est vraiment, ils étaient dans la pop culture en général. Pour moi, les Pistons, c'était super connu. Je savais pas que c'était connu en fait, tu vois. Et quand tu grandis là-dedans, ouais. Et puis après, bah, toute ta vie, bah, c'est comme, j'imagine que c'est un peu comme les dessins animés, c'est un peu comme Dragon Ball. Tu sais, il y en a pour qui Dragon Ball, pour moi, c'est une religion Dragon Ball aussi, tu vois. Donc ça tombe bien. Mais bah, vraiment, si je lisais Dragon Ball aujourd'hui, effectivement, je dirais ouais, c'est cool, mais c'est pas non plus peut-être, tu vois. Mais en tout cas, pour moi, c'est intouchable parce que c'est trop lié à l'enfance. Mais écoute, je t'ai préparé un coup de Trafalgar honteux. Ouh, je t'ai préparé 2 start bench cuts. Oh là là. le premier, bon, t'as le droit de m'insulter et de me dire que tu veux pas répondre, mais je vais commencer par le premier. Je suis bon joueur. Le coup de Trafalgar, il est souvent honteux, mais alors les tiens, ils sont pires que tous. Celui-là, personne n'avait vu venir. J'ai préparé le Hoop Culture comme il fallait. Le premier start bench cut, un start bench cut Pistons, Isaiah Thomas, Dennis Rodman, Ben Wallace. Oh la vache, c'est tellement méchant. J'avoue, j'ai honte maintenant, tu me fais culpabiliser de fou là.
Bah écoute, je suis forcé de starter Isia Thomas. C'est la légende du club. Il a les records au point, tout. Enfin, voilà, c'est le. Tu sais, bah, je vous lancerai sur un autre débat juste après, que j'essaierai de faire en sorte que ce soit pas trop long, mais c'est sur le retirage de maillot. J'entends beaucoup de débats sur le retirage de maillot, sur le Hall of Fame, etc. Et moi, j'ai une take là-dessus, vraiment, tu vois. En gros, pour moi, on devrait pas du tout retirer des maillots. Chaque équipe devrait avoir peut-être, parce que on est trop dans l'instant. Elle a que 75 ans, cette ligue. Tu sais, c'est pas comme si on disait, bah, attendez, ça a 1200 ans. C'est pas les pyramides d'Égypte. 75 ans, c'est quoi? Nos petits-enfants, ça fera 150 ans qu'elle existe, la ligue. Ils diront, mais vous imaginez les choix que vous faisiez il y a 75 ans, c'était ridicule. Vous retiriez des maillots de Tony Allen. Mais c'est qui ces gens, tu vois? Pour moi, aux Pistons, il devrait juste y avoir un seul maillot retiré, c'est Isia Thomas. C'est tout. Arrêtez de retirer les maillots à droite à gauche, on ne retiendra pas ces noms. Par contre, vous pouvez avoir un Wall of Fame ou un Stone of Fame avec une pierre. Chaque stade a une pierre et vous gravez des noms de joueurs et vous pouvez en graver plein de joueurs qui ont marqué l'histoire, tu vois. Un peu comme tu vas dans certains villages en France et il y a les gens qui pendant la guerre se sont, voilà, tu vois, est un milestone de et tu peux mettre plein de noms, hein, des Ben Wallace, des machins, tu peux mettre plein de noms, mais retirons pas les maillots, retirons pas des numéros, ou alors on retire pas les numéros, on met juste les noms, mais à ce moment-là, un Wall of Fame, ça suffit. Ça sert à rien d'avoir le maillot en haut, faut que ça ait une vraie valeur. Pour moi, les Bulls, ah, franchement, honnêtement, faut juste mettre Jordan et c'est tout, tu vois. Pareil, les Lakers, ils ont plein de titres et tout, mais là, aujourd'hui, ils en ont 18, si je dis pas de bêtises, de titres. Mais qu'est-ce que ça va être dans 200 ans, dans 300 ans? On est trop court-termiste, tu vois. Il y aura plus aucun numéro. Et les gens, ils vont jouer avec des numéros genre 1082. Enfin, il faut penser à l'avenir. Ouais, il faut penser aussi à tout ça et se dire, allez, on retire un maillot tous les 100 ans et c'est tout, tu vois. Qui nous a marqué les 100 dernières? Et s'il y en a pas, il y en a pas. Te force pas. Mets un nom au Wall of Fame, c'est bien le Wall of Fame. Tu sais, on a ça dans la musique, le Rock'n'Roll Hall of Fame. Ouais. On retire pas des noms d'albums. Si tu veux demain appeler ton album, je sais pas, j'allais citer un truc des Beatles, c'est un peu abusé parce que eux, pour le coup, vraiment, voilà, tu vois. Si tu veux que le Black Album, par exemple, on va pas retirer le Black Album de Metallica et du coup, Jay-Z n'a pas le droit d'avoir son Black Album. On retire pas des noms. Et tu te dis, au Hall of Fame, tu rentres. Il y a pas de souci. Le Hall of Fame, pour le coup, pour moi, ça peut être porte ouverte. On fête, on célèbre des gens. C'est cool, tu vois. On peut en faire vraiment. Mais le retirage de maillot, non. Pour moi, il y en a qu'un aux Pistons et c'est Isia Thomas. Voilà. En gros. Ok. Donc c'est ce que tu startes. Alors je le start et je bench évidemment Dennis Rodman parce que c'est mon joueur préféré de tous les temps. Et dommage pour Ben Wallace, mais pour moi tu fais pas le cut face à Dennis. Ça aurait été tellement, j'aurais tellement aimé voir Ben Wallace à l'époque Bad Boys. Ça aurait été vraiment quelque chose de fou. Voilà. Il aurait été tellement dans cette époque en plus. Avec Rick Mahorn à côté, c'était fou. Voilà. Avec John Saleh et tout, ça aurait été Jalen Duren serait très bien aussi hein, à cette époque-là. Mais oui. C'est le rookie le plus physique que j'ai vu ces 20 dernières années. Moi, quand il était rookie, je veux dire, dès sa première saison, j'ai trouvé incroyable ce joueur. Ouais. C'est clair. Incroyable, Jalen Duren. Allez, j'en ai un deuxième start. Ouais, vas-y. Non, t'avais un deuxième, justement. Oui. J'en ai un deuxième sur la musique. Oh. Toujours côté Détroit. Okay. J'ai les White Stripes. Ouais. Jay Dilla et Eminem. Alors, c'est le producteur qui parle, mais je peux pas. Pour moi, je suis obligé de starter Jay Dilla. Vraiment, c'est trop. Je me suis vraiment trop buté à Jay Dilla. Puis même, j'ai essayé de comprendre sa vision de la musique. J'adhère tellement à sa mentalité. En plus, c'est quelqu'un qui a une vie pas facile. Il a crédibilisé Détroit à plein d'égards et surtout, c'est vraiment pour moi, il est dans la mentalité Détroit. Tu vois, il fait partie vraiment de la ville. JD, je peux pas faire autrement parce que Eminem, c'est devenu, si tu veux, tellement mondial que il appartient à plein de villes. Tu vois, même quand il y a eu le Super Bowl avec à LA avec toutes Dre. les stars de Los Angeles. Dre, machin, il y avait Eminem. Tu vois, pour moi, il
il est, il a été adopté aussi par LA. Tu vois, il avait un son très californien, etc. Tu vois. Donc, moi, j'adore Eminem, évidemment. En plus, c'est l'un des représentants de la Pistons Nation, tu vois, peut-être le président de la Pistons Nation, tu vois. Malheureusement, avec l'affreux Kid Rock. Je l'ai pas mis dans la liste. Hein. A bien fait, parce que là, c'était quête direct. Mais du coup, je vais quand même le bencher parce que mine de rien, les White Stripes, moi, j'adore les White Stripes. Mais pour moi, Jack Black n'est. En fait, le truc, c'est que le rock alternatif de Jack Black, pour moi, il est pas forcément connoté Détroit. Ça aurait pu être carrément un groupe de New York et de Brooklyn, tu vois. Et, de toute façon, je peux pas cut Eminem. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, je vais avoir vraiment beaucoup trop d'ennemis, là. Mais, je suis un énorme fan des White Stripes. Faut le savoir. Ok, donc, super intéressant vraiment tes choix. Tu vois, j'aurais pas, je poursuis ici autant pour la partie Pistons. Je pense que voilà, je voyais à peu près vers quoi tu tendrais, mais là pour ces trois-là, je savais pas du tout. Et oui, je savais pas du tout, tu vois, que t'étais à fond dans JD et JD là. C'est cool. J'ai des vinyles inédits de JD là qui sont sortis que en vinyle, qui sont même pas sur les plateformes, que je me bute à ça. Enfin, vraiment, c'est un mec très très important pour Détroit. C'est ce que je veux dire en fait, c'est que finalement les White Stripes ils sont pas importants pour Détroit. Ils font partie du décorum de Détroit, c'est vrai, mais ils sont importants pour plus globalement pour le rock alternatif. Ils ont changé les maisons de disques. Les maisons de disques ont commencé à signer. Il y aurait jamais eu de Black Keys, de machin s'il n'y avait pas eu les White Stripes. Ils ont ouvert des portes que personne n'avait ouvertes. Mais pour la musique alternative, pour le rock alternatif, pour la ville de Détroit, si on veut vraiment parler de Détroit, des artistes de Détroit, pas moins que JD là. Super intéressant. Après, au niveau musical, il y avait des labels MIDI qu'on aurait pu faire un start bench gun sur des labels comme Motown. Là, tu m'aurais mis dans la merde là. Sur Motown, Atlantic, KDJ, tu vois, il y a quand même un nombre de labels complètement faux aussi qu'on aurait pu voir. Non, mais d'ailleurs, il y avait si vous voulez un peu rentrer dans l'imaginaire Détroit, il y avait un label lyonnais qui s'appelle Jarring Effects, qui au milieu des années 2010 faisait des sorties sur des villes, et ils avaient sorti un projet sur Détroit justement avec producteurs, quelques MC un peu underground qui étaient sur place, ça s'appelle Delights, et je vous conseille d'aller écouter ça. C'était un super projet, hein. Il y avait une partie vidéo et une partie musicale. C'était assez intéressant de voir ça. Ça m'intéresse vraiment. J'ai vraiment envie d'écouter ça. Ouais, Delight, c'est un D, et Light comme les lumières derrière. Et c'était sur le label lyonnais Jarring Effects. Et ils avaient fait une sur la Nouvelle-Orléans aussi, je crois, une sur l'Afrique du Sud, mais celle sur Détroit était vraiment bien parce que c'était sombre à souhait, ça sentait la crasse et la. Oh là là, tu sors de ce disque, c'était poisseux à souhait, c'était parfait. C'est génial. Non, c'est parfait. Parfaitement bien vu. Puisqu'on parle de musique, est-ce que vous avez un track of the week tous les deux, un morceau qui vous a claqué aux oreilles cette semaine? Moi personnellement, j'ai en fait, tu sais, ils ont sorti un titre Method Man Redman l'année dernière qui s'appelle La La La, que j'ai trouvé extraordinaire, vraiment. Moi, y a pas le fan service, ça marche vraiment sur moi, et là vraiment ils m'ont régalé. Et il y a eu, je crois, il y a 10 jours, il y a eu un remix de DJ Premier. Et donc, DJ Premier qui remix Method Man Redman, alors ça me fait retourner 20 ans en arrière, mais je t'avoue que ça a été mon plaisir coupable à fond. Ces derniers jours, je ne fais que l'écouter, j'adore ça. Et plus globalement, après, sinon, ça serait Solane, il faut écouter Solane. J'invite les gens du Hoop Culture à écouter. Elle a un titre qui s'appelle Rome. Qui est un manifeste féministe hyper cool. C'est un titre extraordinaire. Donc, écoutez Solane. Je mets les deux liens là, comme ça en description, comme ça les gens pourront découvrir direct. Théo, un petit mot sur ton trauma avec Method Man cette semaine, sur ce que tu as vu, qui s'est passé aux États-Unis. Pierre, il m'envoie des trucs pour détruire mes idoles. Il m'envoie des petites vidéos en message privé là, avec Method Man. Je pense qu'il a vu ça, Wax. Il a participé à l'émission Mass Singer.
Il a fait Exactement, Mazinger où il était déguisé en pingouin ou un truc comme ça. Non. Ouais, en muffin géant, je sais même pas quoi il est, je sais pas si plus si c'était un muffin ou un burger géant. oui, je crois c'est une sorte de smoothie géant ouais, avec un Ok. cupcake. En cupcake, il est. En cupcake. Ah bah cupcake, Ah, c'est les ça. États-Unis, c'est formidable. Tu peux, dans ta carrière, jouer dans The Wire et faire ça, quoi. C'est ça, exact. Comme Il fait le morceau Poison en cupcake. Voilà. Je sais pas. Je veux voir ça. La phrase, elle est folle, donc on va Ouais, laisser la ça. phrase est folle. Pierre, c'était quoi ton track of the week? Moi, c'est un disque là. Alors, on est dimanche, c'est sorti vendredi. C'est un artiste qui s'appelle. Alors, on le voit ici. C'est pas John Onge, c'est Jon Onge. Hein, il m'a bien précisé. Qui est un artiste de soul, qui est là depuis 2021 à peu près, qui a commencé sa carrière en 2019, qui a sorti quelques super projets. Là, il sort son album qui s'appelle Tekibama, ce qui ne veut rien dire, il me l'a dit. Je l'ai reçu mardi sur Radio Grenouille dans Hangtime, il nous a fait une session live vachement bien. Il a fait une listening party de son album chez Chinese Man Records, le label marseillais. Tout le monde connaît. Et voilà, je trouve que l'artwork est vraiment sympa sur ce côté comics, cartoon comme ça. Et le disque est vachement bien. Il y a Charles X dedans, il y a Liquid Jane. Si le mot Ben West Beach vous parle, cette voix soul qui avait été signée sur Brownswood, la première signature de Brownswood, le label de Jace Peterson. Jon Onge, c'est un peu cette voix bien soyeuse. Il mêle soul et musique électronique de fort belle manière. Donc, je vous conseille ce Tekibama de Jon Onge qui vient juste de sortir. En plus, le vinyle est plutôt joli. Il y a des gens, quand ils parlent de musique, tu as envie d'écouter tout de suite. Et à chaque fois, ça me fait ça quand ils parlent de musique. Voilà, je vous conseille. Je veux en intraveineuse écouter Jean Onge même. Foncez sur Jon Onge, ça vaut vraiment le coup. Et c'est un mec vraiment très, très, très sympa. Eh ben, tu parlais de voix soyeuse. Moi, c'est pas du tout une nouveauté. En fait, c'est un vieux morceau sur lequel je suis retombé. Un morceau d'Astrud Gilberto, cette chanteuse brésilienne incroyable. Et le morceau s'appelle Take It Easy, My Brother Charlie. C'est sur une compilation du label britannique BBE, là, cette compilation était chaperonnée par DJ Spina. Mmh. Et c'est en intraveineuse depuis 10 jours chez moi. Là, j'arrive pas à m'arrêter d'écouter ce morceau. La voix d'Astrud Gilberto, c'est juste une dinguerie. C'est sur un morceau qui est vraiment bossa, mais très soul. Donc voilà, c'est le truc sur lequel je suis bloqué en ce moment. Et puis, il faudra absolument réécouter The Girl from Ipanema. Enfin, bon, de toute façon, Astrud Gilberto, c'est le sang. C'est le sang et tu te rends compte de la modernité d'un artiste, comme on parlait de Roy Ayers l'autre jour, la manière dont le passage d'Astrud Gilberto, elle est passée de la normalité à l'électronique derrière, à la manière dont elle a été remixée, réutilisée, ça offre de secondes carrières comme ça à des artistes, c'est génial. Wax, est-ce que tu as eu un coup de cœur cette semaine? Bah écoute, c'est un coup de cœur que beaucoup de gens ont eu, mais j'ai fini White Lotus, la série. Je spoil pas. Si tu spoil, on te aussi. Si tu spoil, on te flingue l'Olympia avec des pancartes débiles. En tout cas, voilà, c'est mon coup de cœur parce que c'est une série qui depuis le début est aussi bien réalisée que très très bien musique supervisée. Le casting à chaque fois, ils trouvent des acteurs, je sais pas du tout qui c'est. À la fin, je suis complètement amoureux de leur jeu, de tout. Enfin, le rapport humain qu'il y a, c'est tellement fin. C'est pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas du tout. Vous pouvez commencer dès la saison 1. Il n'y a pas une seule saison qui déçoit. Tout est formidable et à chaque fois que tu regardes ça, t'as envie de voyager, vraiment. Il y a pas d'autre mot. Et donc, et si t'as pas la chance de voyager, là, par exemple, je ne fais que bosser, et ben ça me fait m'évader. Donc, vraiment, je dirais les White Lotus. Je sais que c'est pas très surprenant, mais voilà. Mais on en a parlé il y a quelques semaines, Théo, où je te parlais de Krang Bean, qui est sur la BO de cette troisième saison. Et ça se mêle parfaitement avec ce qui se passe. Et en plus, si tu parles d'édition musicale là-dessus, je sais pas si tu vois
Bon, alors sur la première saison, ça se passait du côté des côtes américaines, donc mais la deuxième, ils font une énorme place aux musiques entre guillemets locales parce que Ça se beaucoup passe de à musique Taormina. à Taormine, ça donnait envie de fou d'y aller. Elle est direct derrière. C'est pour Ah, te mais- dire à quel point j'ai été influencé. ah 2 ouais, semaines mais après le dernier épisode, j'étais là-bas. c'est clair. Donc là, il y avait beaucoup de musique, de disco, de soul italienne. Et dans la troisième saison, pareil, il y a la soul thaïlandaise et des musiques complètement folles. Et ça te donne envie de. Et à chaque Mais fin ouais, d'épisode, j'essayais de voir s'ils mettaient les crédits. Ils sont pas forcément. Putain, ça rend j'ai fou. chasamé tout du long. Envoie la playlist que t'as faite, s'il te plaît. Ouais, carrément. Et toi, Pierre-Armand, c'était quoi ton coup de cœur du coup? Moi, j'ai lu 2 bouquins cette semaine. Il y en a un que j'ai rattrapé parce que je l'avais pas lu, mais ce serait trop facile de dire que j'ai lu Les Strates de Pénélope Bagieux cette semaine parce que ce serait trop du népotisme à la base. Mais si vous l'avez pas lu, allez lire Les Strates, c'est une merveille. C'est ma femme qui, au bout d'un moment, me l'a collé devant les yeux en me disant, maintenant, tu lis ça. Ça fait 6 mois que je l'ai posé sur ta table de chevet. Et j'ai lu ce super bouquin de Marie Coq qui s'appelle Après le virage, c'est chez moi. C'est une réflexion sur ce que c'est d'être chez soi, la réflexion sur le domicile, sur ce que ça nous apporte, ce que ça dit de nous, en tout cas notre chez nous, sur également le rapport à l'enfance dans ces maisons d'enfance, le rapport à ses amoureux, le rapport à toute la construction de soi-même autour de son domicile et autour de la notion soit de locataire, soit de propriétaire, mais c'est pas le propos, mais en tout cas de ce que dire c'est chez moi dit de nous et c'est passionnant. Voilà, c'est vraiment super intéressant. J'ajoute donc toujours à la liste qui n'en finit Voilà. plus de livres que me recommande Pierre-Armand chaque semaine et que j'ai pas le temps de débuter, mais Et ça nous parle c'est forcément super étonnant parce que le thème nous parle à tous sur notre évolution en tant que dire c'est chez moi aujourd'hui, c'est une manière de dire qu'on passe dans le monde d'adulte, tu vois, de plus être chez ses parents ou chez les autres. Et du coup, cette construction, on s'y retrouve forcément avec des doutes, avec des peines et comme quoi, même si on dit on n'est pas matérialiste, les murs qui nous entourent savent beaucoup plus de choses sur nous que nous-mêmes parfois. eh ben écoute, super. Moi, je vais partir sur un autre médium. C'est bien, on se complète. Je pars sur un podcast parce que pour moi cette semaine c'était le grand retour de Zach Lowe, mon podcasteur analyste préféré. Enfin, du moins, je pense que sans doute l'un des meilleurs du game, hein, tout simplement. Mis à part bien sûr Shai Mamou, Antoine Pimel, mais c'était son grand retour. On savait pas où il allait revenir. En toute logique, il est revenu chez The Ringer parce que c'est un ancien collaborateur de Bill Simmons et donc son show qui avant s'appelait The Low Post sur ESPN, maintenant ça s'appelle The Zach Lowe Show. C'était les 2 premiers épisodes sont sortis cette semaine et c'était super. À l'approche des playoffs, c'est parfait d'avoir cette voix et cette vision que je trouve vraiment toujours pertinente, toujours intéressante. Donc c'était mon coup de cœur cette semaine. Zach Le Show, on dirait une mauvaise boisson, tu sais, dans les trucs avec du lait d'avoine, quoi. Je voudrais un Zach Le Show avec lait d'avoine. Chaud, et... Bon, et tu nous as dit que tu avais préparé une relique pour nous. Mais ouais, alors moi j'en ai 2 en fait, parce que en fouillant dans mes maillots, j'en ai retrouvé 2 que je trouve sympas. Il y a mon maillot de Tarek Abdelouad, Oh, tu vois. Ah ouais. ah ouais, Ouais. incroyable. On n'en parle pas assez de Tarek Abdelouad, mais pour moi c'est vraiment, il m'a tellement fait rêver. C'est un Français qui va en NBA. Enfin à l'époque, moi c'était fou. En plus, Maison Alfort, c'est toute ma famille l'Arménienne est d'Alfortville. Enfin, tu sais, c'est à côté. Je sais pas, ça me rendait barge qu'un Français qui a joué sur les playgrounds juste à côté de là où mes cousins vivent, soit en NBA, joue contre Jordan Prime. Enfin, en tout cas Jordan Bulls. Et j'ai mis longtemps à faire l'acquisition parce que j'ai des Google Alerts et je sais plus, ça devait être en 2016, un truc comme ça. J'étais en tournée avec Giorgio à l'époque. Je l'ai reçu et j'ai fait plein de concerts où j'avais mon maillot de Tarek Abdelouad avec moi. Donc c'est un peu une relique parce que c'est assez rare d'avoir un maillot de Tarek Abdelouad. Ouais, Surtout super beau. c'est brodé. Très beau, ouais. C'est pas vu le flocage qu'on a habituellement. Et sinon, à la base, c'était pour cet épisode. En gros, pour vous raconter l'histoire,
dans les années 90, au milieu des années 90, je pars aux États-Unis pour voir ma famille. Et à l'époque, il y a le maillot teal des Pistons qui fait son reveal. C'est voilà, les gens commencent à arborer ce nouveau truc. Et moi, j'avoue être un peu dégoûté à l'époque, genre waouh, c'est quoi ce truc avec un cheval au milieu, etc. Et je vais au NBA Store là-bas, donc on n'a pas du tout ça en Europe à l'époque, hein, parce que maintenant il y en a un à Paris et tout, mais à l'époque il y a rien du tout. Et je vais là-bas et donc j'achète ce maillot et ils me disent c'était avec le numéro de Lindsay Hunter à l'époque et ils me disent mais si tu veux on peut floquer derrière et donc ils ont floqué mon nom de famille et donc c'est un vrai maillot des années 90 inédit avec mon nom et Quignon derrière avec le numéro 1 que je n'aime pas du tout mais bon voilà c'était la seule possibilité d'avoir un maillot des Pistons et donc c'est mon maillot de l'époque quoi, il date des années 90 je suis très fier de l'avoir. Et est-ce que tu pousses le truc jusqu'au bout? C'est-à-dire quand les gens te demandent, mais je me rappelle plus du tout de ce joueur, et tu dis, ah ouais, bah, regarde, check, hein. Ou tu révèles J'ai voulu faire la blague à ma question. femme quand on a déménagé et que je l'ai retrouvé et que je l'ai mis dans dans mon petit dressing là où je mets mes maillots. Je lui ai dit mais tu sais qu'il y a un mec de ma famille parce que je pouvais pas dire que c'était moi évidemment qui a joué en NBA et tout et j'ai commencé à raconter toute une histoire. Le mec venait de Turquie et je sais pas quoi, etc. Et vraiment j'avais même pas fini le truc. Elle a fait bon c'est bon ta blague elle est finie on peut aller bouffer. Enfin vraiment ça n'a pas du tout marché. J'étais persuadé d'être plus malin que la malice et non ça n'avait pas fonctionné. Et ouais j'ai toujours ce maillot avec ce flocage dégueulasse mais ouais, j'y tiens. Mais c'est cool qu'il y ait ton nom au dos, parce qu'en fait, quand tu as commencé à le montrer, je me suis dit qu'il allait avoir le 33 de Grand Hill, tu vois, je me suis dit, c'est forcément Moi ça. aussi. Et c'est plus cool de l'avoir avec ton nom qu'avec celui de Lindsay Hunter, bon, qui a fait une belle carrière, hein, ceci dit, Ouais, mais... ouais. Ah, il a eu un titre, mais en Ouais. tout cas, à l'époque de cette édition-là, c'était la fin de Lindsay Hunter. Après, il est parti, il est revenu plus Mm. tard. Mais ouais, écoute, mais je l'ai hein, évidemment le maillot de Grand Hill avec le cheval. Mais là, celui-là, au moins, il est unique. C'est clair. Pierre, qu'est-ce que t'as réservé cette semaine? Alors, moi, je vois que je sais pas si tu as écouté le Hoop Culture la semaine dernière, mais Théo me proposait des questions sur les premières fois que j'étais allé à un concert et tout, et je lui racontais une expérience traumatisante. Je l'ai mis en queue, tu sais, il fait partie de la liste que je vais écouter cette semaine. Et du coup, c'était une expérience traumatisante d'un concert quand j'étais petite, Michel Fugain. Et je lui disais, voilà, j'étais allé voir Michel Fugain et le Big Bazar. Et tu peux quand même confirmer la qualité musicale de l'orchestration de Michel Fugain à l'époque du Big Bazar, où ça jouait très, très, très fort derrière. Et donc, Ouais. je disais, j'ai un souvenir de fantômes, etc. Et je lui disais, quelques années plus tard, en fouinant dans des bacs de disques à 1 euro, je tombe sur le vinyle de cette tournée. Donc, tu vois, on est enregistré public à l'Olympia. J'allais te dire, il y a un live mythique 2 à l'Olympia. Et tu sais que je jouais hier à l'Olympia et qu'il y a un cadre de ce concert-là. Voilà. Alors, Ah oui? je vous laisse Ça, voir c'est la tenue. Hein. Je ne sais pas si Wax sera habillé comme ça quand tu seras à l'Olympia, mais c'est pas sûr. Pourquoi pas? Je te souhaite une setlist comme celle-là aussi, où il y a à peu près 612 morceaux sur 2 disques. Donc voilà. Et donc, je disais à Théo, je vois ce disque, je dis, waouh, c'est incroyable, ce serait quand même fou que ce soit le concert où je suis allé. Et regarde, j'ouvre, et regarde la première image, en haut à gauche. Alors en plus, c'est des fantômes qui sont plus du Ku Klux Klan, tu vois. Waouh! Et comme quoi, j'avais bien le souvenir de cette trouille. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais waouh. Donc, j'ai donc pas rêvé. Et, Incroyable. voilà. Et tu vois, les images du concert, on dirait plus en fait une comédie musicale sur Michel Fugain qu'un concert de Michel Fugain. Ah ouais, c'est clair. Et donc voilà, donc c'était ce disque, ce vieux disque cet enregistrement. Et on en parlait avec Théo, qu'est-ce que c'était bien quand il y avait un disque, une tournée, un live, et on pouvait profiter et dire j'y étais. Ah, grave.
Très très beau. Ben, moi je suis resté dans le thème, comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais eu l'occasion d'aller à Détroit pour ce magazine qui s'appelait Rap Max, c'était en 2008 et j'en avais coup de bol, il y avait un match des Pistons qui se jouait à domicile auquel j'ai pu aller voir, ils allaient jouer contre contre les champions en titre, les Boston Celtics, et il se trouve que c'était le tout premier match d'Iverson à domicile parce que c'était juste après son trade et j'ai retrouvé mon pass média pour ce match et voilà, j'étais accrédité pour Rivers pour ce match-là et c'était encore au Palace, hein. Tu disais qu'après ils ont déménagé, oui. Mais c'était une sacrée mission, hein, pour y aller, t'as l'impression d'être que la salle était perchée entre deux autoroutes qui se croisent au milieu de rien du tout. C'était ça, c'était complètement à l'extérieur de la ville. Mais gros souvenir de l'ovation pour Iverson qui était, j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais quand même un joueur culte pour moi que j'ai adoré. Voilà. Puis impressionnant de voir avec cette équipe Détroit. J'avoue que moi j'y ai cru, hein. Je me suis dit tellement je voulais y croire qu'Iverson pourrait aller essayer de choper une bague, que j'ai voulu y croire à ces Pistons avec Iverson. Malheureusement, ils étaient pas faits pour que ça marche ensemble. Ouais, mais en fait, c'était devenu un peu un EHPAD, hein, à cette époque-là. Il y a eu Chris Webber, il y a eu Antonio McDyess, il y a eu Tracy McGrady. Enfin, tu sais, vraiment beaucoup de gens qui ont pensé qu'ils pouvaient faire un truc là-bas et malheureusement. Mais effectivement, Iverson, j'ai voulu aussi, après la peine de la perte de Chauncey Billups, j'ai voulu y croire. Et bon, surtout qu'en plus, Chauncey Billups a amené Denver en finale de conf, hein, cette année-là, faut pas l'oublier. Et si vous avez l'occasion, allez regarder la conférence de presse d'Iverson qui arrive à Détroit avec Joe Dumars à côté et Dumars qui veut faire une blague genre hey, cette fois tu vas venir aux entraînements et tout, et l'autre il fait you're talking about practice en rigolant, et l'autre il fait il est comme ça, il sait pas s'il doit rigoler ou chialer ou en se disant mais qu'est-ce que je viens de faire. C'est clair. Ouais, ça sentait pas bon de toute façon. Wax, merci d'avoir été avec nous, hein. C'était un plaisir vraiment. Plus t'as ouvert la porte, donc maintenant on sait qu'on va pouvoir te réinviter à de multiples reprises à l'avenir. Autant que vous voulez, je serai toujours là. Et ouais, et la prochaine fois, il faudra qu'on parle du fameux tic de langage d'Antoine Pimel, hein. Avec grand plaisir, c'est noté. Ouais. Parce que quand il fait son yes, qui veut dire bon, allez fermez vos gueules, j'ai vraiment envie d'aller me coucher. Je l'adore celui-là. Franchement, je m'en régale de ouf. À chaque fois qu'il dit yes, pour moi, ça veut dire vraiment lâchez-moi, quoi. C'est vraiment le red flag pour Shai qui doit dire bon, bah on va clôturer là. Je crois voilà, c'est ça, exactement. Mais même quand vous faites un débat sur un truc genre Shaquille O'Neal, est-ce que meilleure carrière que Jokic ou machin, c'est vraiment, on sent que ça le saoule. Au bout de 4 minutes, il fait yes. Et sinon, ça fait un petit à jouer. C'est extraordinaire. Tellement vrai. En tout cas, vraiment merci, Wax. On met bien sûr les liens si vous voulez en savoir plus ou trouver où suivre Wax. C'est pas très compliqué, mais on vous met les liens quand même. J'ai vu que là tu restes sur la route, là tu repars. T'as d'autres concerts en prévision pour l'avenir? Alors non, là je suis en enregistrement d'album. Voilà, je suis en enregistrement d'album et effectivement j'ai des petites dates à droite à gauche, tu vois, mais je me focus surtout sur je fais le festival de Montreux cet été et dans la grande salle et tout, donc ça va être un peu de pression. En plus, tu sais, ils filment tous les concerts, donc voilà et voilà, donc du coup je suis un peu là-dessus, mais surtout sur l'album. Je sors un livre à la fin de l'année, mais on en reparlera. Et donc, voilà, et sur la musique évidemment et voilà, donc du coup j'ai avec RTL2 tous les dimanches et tout ça, j'avoue que je peux pas faire une tournée, donc je fais des concerts quoi, mais pas de tournée. Tu parlais de Hall of Fame tout à l'heure, mais félicitations, parce que la grande salle de Montreux dans le festival, c'est quand tu vois le prestige des artistes qui sont passés par là. Enfin, je suis ravi pour toi, hein, franchement. Écoute, merci beaucoup. Ouais, je suis ravi aussi. Et d'ailleurs, je le dis, mais c'est même pas annoncé encore. Ils l'ont pas annoncé. Non, c'est pas grave, c'est une exclue. Okay. De toute façon, les gens, je sais pas s'ils écoutent jusqu'au bout on va pouvoir savoir comme ça. Voilà, ils seront pas étonnés. Super, merci pour tout. De toute façon, on te dit à très vite. Pierre Armand, je te dis à la semaine prochaine, dimanche prochain. On espère que vous serez en forme et que vous serez à l'écoute. On vous dit à très vite. Ciao. Salut. Bisous.